Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de ce journal. Nous recevrons dans quelques instants Thomas Battaglione, le directeur de la SMEG. Face à la flambée des prix de l'énergie et plus particulièrement de l'électricité, nous pourrions vivre la pire crise énergétique de notre histoire. Que va-t-il se passer à Monaco? La réponse dans quelques instants. Nous vous emmènerons ensuite direction La Rochelle pour prendre des nouvelles des joueurs du Monaco Rugby 7 avant leur tournoi prévu demain. Ce vendredi 19 août est aussi la journée mondiale de la photographie. À cette occasion, nous vous faisons revivre l'exposition de Helmut Newton. Et pour finir, direction les étoiles avec une soirée organisée par le musée d'anthropologie pour découvrir la Voie lactée. Mais nous débutons cette édition avec donc notre invité Thomas Battaglione. Il s'est rendu dans les locaux de Monaco Info pour répondre à toutes nos interrogations autour de la crise énergétique. Thomas Battaglione, le directeur de la SMEG, est présent avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir, Julia. On va aborder les marchés de l'énergie qui n'ont jamais été aussi nerveux ces dernières années. Nous parlons d'ailleurs de véritables crises énergétiques internationales, en lien notamment avec la guerre en Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous expliquer ce qui se passe? Alors, vous faites bien d'employer le mot crise, parce qu'effectivement, il faut remonter à plusieurs décennies, vraisemblablement le premier choc pétrolier en 1973, pour qu'on soit confronté, pour trouver des similitudes avec ce à quoi on est confronté aujourd'hui. Des marchés excessivement nerveux, vous l'avez souligné, des prix qui partent à la hausse de manière incroyable. Alors les mécanismes de marché sont très complexes, pour essayer de résumer, simplifier et de bien comprendre. En fait, post-Covid, il y a une volonté de reprise économique et de croissance économique forte. Qui dit croissance économique dit besoin énergétique. Voilà. L'un ne va pas sans l'autre. Donc dès qu'il y a de la croissance économique, il y a des recours massifs aux énergies, quelles qu'elles soient, électricité, gaz, pétrole, etc. Donc d'un côté, il y a une demande qui augmente, et de l'autre, il y a des capacités à répondre à cette demande qui, elles, sont perturbées. Perturbées, vous l'avez souligné, en un, par la guerre en Ukraine, donc difficulté pour les pays européens et pour la France de pouvoir s'approvisionner en gaz. Mais aussi, et ça on le sait un peu moins, c'est que les capacités de production électrique en Europe, en particulier en France, sont moins disponibles en ce moment qu'elles ne l'étaient les années précédentes, notamment par un manque de disponibilité du parc nucléaire. Ce qui fait que la France aujourd'hui en est amenée, alors que c'était le premier exportateur européen d'électricité, on est amené à importer l'électricité d'autres pays, électricité produite au gaz. Donc double conséquence, voilà, ça c'est toujours pareil, quand il y a l'offre et la demande ne matchent pas, il y a un risque de pénurie qui sera plus important sur les énergies. Et il y a une explosion des prix. Quelles vont être les conséquences directes sur la principauté de cette crise mondiale? Alors ça nous intéresse au premier chef, je sais que ça intéresse tous les téléspectateurs. Effectivement, donc déjà, qu'est-ce qui va se passer concrètement à Monaco? Qu'est-ce qui se passe en ce moment concrètement à Monaco? Donc la SMEG, vous savez, achète son électricité et son gaz sur les marchés de gros, comme tous les autres fournisseurs, c'est les marchés européens et français. On a réussi pour l'exercice 2022, c'est-à-dire l'année en cours, on a eu la capacité de sécuriser, alors c'est des langages un peu techniques, mais de sécuriser nos approvisionnements avant le début de la guerre en Ukraine et avant le début de la crise. Ce qui fait qu'en 2022, les tarifs, on a acheté notre électricité à des conditions similaires aux années précédentes. Donc il y a eu très peu d'impact, très peu d'évolution sur les tarifs des résidents monégasques. Et ce, sans avoir à solliciter un bouclier tarifaire, comme ça a été le cas en France. Vous avez dû suivre l'actualité. En France, le gouvernement a mis environ 16 milliards d'euros sur la table pour pouvoir soulager la facture d'électricité, ce qui n'a pas été le cas à Monaco pour 2022. Donc 2022, pas de problème. Par contre, 2023, on se retrouve exactement dans le même contexte que tous les pays européens et que tous les fournisseurs d'énergie en Europe. Donc, 2023, on achète notre électricité à des prix bien plus élevés que ce qu'on a acheté jusqu'à présent. 45% d'augmentation, je crois, si les marchés ne changent pas. Alors, non, là, on a une prédictibilité maintenant qui est très bonne sur 2023. Donc, on sait dire que dans les conditions d'achat actuelles, on devrait avoir une hausse. En tout cas, la hausse, elle est x10 sur les prix de l'électricité, mais la répercussion sur les tarifs de vente, c'est-à-dire les tarifs qui nous intéressent tous les uns et les autres, serait de l'ordre de 40%. Donc, nous avons saisi le gouvernement, qui est complètement au fait de ce sujet. Nous travaillons avec le gouvernement pour voir quel type de mécanisme, à l'instar des autres pays européens, pourrait être déployé en 2023 pour faire en sorte de tamponner cette hausse de 40% et de la limiter dans des proportions beaucoup plus raisonnables. Donc ça, c'est un travail qui est en cours avec le gouvernement. Et la publication des tarifs, la construction des grilles tarifaires de 2023 se fera vers novembre-décembre 2022. Donc on est en train de réfléchir aux mécanismes qui permettent vraiment d'optimiser la construction tarifaire
pour les résidents et pour les entreprises monégasques. Comment, à Monaco, on peut aujourd'hui ne plus dépendre de ces marchés de l'énergie? Alors, c'est une excellente question. Cette question, on a commencé à se la poser il y a 4-5 ans maintenant. J'avais suggéré au prince et au gouvernement de constituer une société monégasque en partenariat entre la SMEG et le gouvernement princier, pour faire en sorte que cette société détienne ses propres actifs de production et produise elle-même son électricité. Alors sur Monaco, on n'a pas la place parce que le territoire est limité, mais rien ne nous empêche d'investir dans des capacités de production en France, et c'est ce que nous faisons. Pourquoi faire ça? Alors pour plusieurs raisons. C'est que d'une part, c'est sur des énergies renouvelables, et c'est ce qu'on cherche à promouvoir au maximum. Et le deuxième point, c'est qu'à terme, en étant nous-mêmes producteurs d'électricité, nous pouvons nous racheter notre production à des prix qui sont définis et donc progressivement s'extraire de cette logique marché. C'est ce que nous essayons de faire. Donc à l'heure où je vous parle, on a avancé. On a à peu près 35% de la consommation électrique monégasque qui est déjà la production de nos parcs produit l'équivalent de 35% de la consommation électrique monégasque. On a 15 parcs solaires et 3 parcs éoliens qui sont disséminés un peu partout en France, mais ce n'est pas suffisant. L'idée, c'est d'être ou de devenir autosuffisant, parce que Monaco, voilà, concrètement, la taille de Monaco et ses besoins en énergie peut le permettre. Exactement. Alors, ce qu'on cherche à faire, pour être très très clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est vraiment un axe de souveraineté. Ce ne sera pas une souveraineté absolue. Parce que si on a des actifs de production en France, il faudra bien acheminer l'électricité depuis ces actifs de production jusqu'à Monaco. Et donc ça veut dire qu'on utilisera le réseau français. Par contre, c'est une autonomie, une souveraineté dans les tarifs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on maîtrise nous-mêmes nos outils de production, on sera en capacité de fixer les prix auxquels on rachète notre électricité. Donc c'est vraiment un axe stratégique pour le pays que d'engager cette réflexion sur soyons nous-mêmes nos propres producteurs d'électricité pour ne plus dépendre des marchés européens ou des marchés français. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent sur ces plateaux de Monaco Info. Merci beaucoup, Julia. Le directeur de la SMEG nous a également précisé qu'il fallait se montrer très vigilant quant à la consommation d'énergie, que ce soit pour des raisons environnementales évidemment ou bien économiques. Cet hiver, utilisez donc les outils mis à disposition par la SMEG pour réduire le plus que possible votre consommation d'énergie. Parlons sport à présent, et plus particulièrement de rugby à 7, après leur très belle prestation à Perpignan lors de l'étape inaugurale de l'Inextenso Super 7. Les joueurs du Monaco Rugby 7 sont à La Rochelle pour préparer le deuxième tournoi de la tournée estivale. Nous retrouvons d'ailleurs sur place Frédéric Elion et Alexandra Marangoni. Frédéric, comment sont les Monégasques à la veille du premier match ? Bonsoir Julia, bienvenue à l'Apivia Park, le centre d'entraînement et de performance du Stade Rochelais, sacré champion d'Europe de rugby à 15. Il y a 2 mois et demi, face au Leinster, c'est ici, juste derrière moi, que le Monaco Rugby Sevens prépare avec sérieux le deuxième rendez-vous estival de l'Inextenso Super Sevens. Les joueurs de Jérémy Ecardi sont en confiance après une première étape réussie à Perpignan et 3 victoires, 26-0 face à Brive, 35-0 face à La Rochelle et 17-0 face au Racing avant de s'incliner en finale face à Pau. Le MR7 espère faire aussi bien, voire mieux, ici demain à La Rochelle. L'objectif pour ce week-end, c'est de remporter cette étape parce qu'on est tenant du titre sur La Rochelle. Donc c'est de valider l'étape de Perpignan où on a une très très bonne défense, on a eu un très bon état d'esprit et voilà, on a un peu failli sur la finale sur certains secteurs qu'on a essayé de travailler cette semaine et on va essayer de vraiment s'appliquer sur ces points qui ont été un peu négatifs sur la finale. Si Monaco réédite sa performance de l'an passé et remporte le tournoi demain, le MR7 serait directement qualifié pour la finale à Paris le 19 novembre. Une finale, voire même une demi ici à La Rochelle pourrait même suffire pour se qualifier. Mais avant de se lancer dans du rugby fiction, Monaco doit d'abord bien négocier son entrée en lice dans le tournoi et un 8e de finale piège face au Stade Toulousain. Il faut déjà gagner Toulouse. Je rappelle que l'année dernière, Toulouse, on les a joués le premier match aussi à La Rochelle. Chaque joueur avait joué un peu son action individuelle. On a failli perdre le match et au final, on est allé jusqu'au bout. Donc là, on reprend le Stade Toulousain. Ils ont modifié 1 ou 2 joueurs, donc il faudra quand même faire attention. C'est des jeunes, mais on va utiliser nos nouvelles forces. On a Jonas Mikkelsus qui est super grand, donc ça va être vraiment un point fort, j'espère, pour les coups d'envoi. Et notre petit ailier tchèque qui va super vite, donc hâte de voir
les voir jouer sur ce premier match contre Toulouse. Et parmi les 15 joueurs présents ici, Julia, dans le groupe à La Rochelle, 12 étaient déjà de l'aventure à Perpignan. Continuité, humilité, travail et confiance, voilà les maîtres mots pour tenter de se qualifier pour une 5e finale consécutive sur les étapes de l'Inextinso Super Sevens. Merci Frédéric, on compte évidemment sur vous pour nous tenir au courant des résultats de nos monégasques dans ce tournoi. Nous continuons cette page sport avec du cyclisme et une très belle performance pour le monégasque Victor Langelotti. Il a en effet remporté la 8e étape du Tour du Portugal. C'est une grande première dans l'histoire du cyclisme professionnel monégasque. Une performance de taille donc qu'il reproduira peut-être à l'occasion de sa sélection pour le Tour d'Espagne qui a débuté aujourd'hui depuis les Pays-Bas et qui se terminera le 11 septembre prochain. À l'occasion des championnats d'Europe d'athlétisme à Munich, Théo Andan, licencié du club monégasque, s'est lui qualifié sur le relais 4x400 mètres et se hisse donc en finale. Théo Andan, 4e relayeur, a d'ailleurs donné le coup d'accélérateur qui a permis à son équipe de terminer 2e de sa série. Fabien Bonilla a interrogé l'athlète sur son ressenti à l'issue de cette qualification. Nous l'écoutons. Je me suis très bien senti, j'ai pris beaucoup de plaisir dans cette course. Je pense que j'ai assez maîtrisé cette course. Et puis même, je pense que même l'équipe, toute l'équipe a bien couru. On a tous fait de bons chronos, tous de bons parcours. Et puis de toute façon, l'objectif, c'était qu'on soit en qualifié en finale. Et avec cette 2e place, on se qualifie pour la finale demain. L'objectif ultime, c'est qu'on reparte avec la médaille d'or. On en est capable, on en est sûr. Donc voilà, on a hâte d'en découdre demain. Un Théo Andan, vous l'avez entendu, très déterminé, de bon augure pour la finale des 4x400 mètres qui est prévue ce samedi à 21h15. Théo Andan sera d'ailleurs notre invité sur Monaco Info dans l'édition de ce lundi 22 août. On est tous un jour tombés sur un cliché d'Helmut Newton, des photos qui fascinent ou qui dérangent, c'est vrai, mais qui ne laissent jamais indifférent. Le maître de la photographie de mode a passé 40 ans de sa vie sur la Côte d'Azur et à Monaco plus particulièrement. Le nouveau musée national propose une exposition événement en partenariat avec la Helmut Newton Foundation jusqu'au 13 novembre prochain. Alexandra Pani, Marie-Ève Béé avait pu la découvrir avant même son ouverture au grand public. Regardez. Je ne photographie que ce que je comprends, déclarait Helmut Newton. La Côte d'Azur a été l'une de ses plus importantes muses dans la 2e partie de sa carrière, lorsqu'à 61 ans, il décide de s'installer à Monaco. Période prolifique pour le photographe, il découvre ici un large choix de cadres, pour le moins original. Chantier, béton, grue servent de décor à ses photographies de mode, mais le soleil de la Riviera reste son inspiration favorite. In the 90s, his fashion photography were completely different. There was a development, let's say. You know, the harsh contrast with the surrounding and that way how he placed the women with the clothes in these pictures, confronting him with a harsh contrast, contrasty backgrounds. This was very unusual for his photography because before that it was luxury designing and so on. Photographe majeur du XXe siècle, il est célèbre pour ses photos de mode ou ses nus, mais Newton développe sur la Côte d'Azur un travail plus personnel. There's always this second side of Helmut Newton. There's a big ambivalence in his work, in his personal work, and as well in the commissioned work, which he did a lot for the magazines, for the different magazines. So you can see the different approach, the surrealistic approach, the night scenes and so on. There's the Monte Carlo Beach Club, for example, or in other locations. You know. So this is very astonishing for the visitors coming to the villa, I guess. So because we all think we know Helmut Newton. But it's not the case, you know. Il s'inspire des lieux et des personnalités qui y résident. Plusieurs portraits des membres de la famille princière sont à découvrir dans l'exposition. La princesse de Hanovre, qui deviendra proche de l'artiste, a d'ailleurs prêté une partie de sa collection personnelle du travail de Newton avec les ballets de Monte-Carlo. On y retrouve d'ailleurs des visages bien connus. L'ensemble des 280 photographies présentes dans l'exposition sont à découvrir également dans un catalogue réalisé pour l'occasion, avec certains clichés très rarement présentés au grand public.
Interviewé il y a plusieurs semaines par Émilie Rousseau, Guillaume de Sarde, commissaire de l'exposition Newton Riviera, dévoile notamment pourquoi le travail du photographe Helmut Newton a été choisi par le musée. Nous vous faisons revivre cet entretien à l'occasion de la Journée mondiale de la photographie. Le titre de cette exposition parle de lui-même, c'est la Côte d'Azur vue par les plus grands photographes. Oui, Helmut Newton est considéré comme un des plus grands photographes de sa génération, à la fois dans le monde de la mode, mais aujourd'hui d'une manière plus générale, on réévalue son œuvre et on se rend compte que son importance en fait excède largement le simple domaine de la photographie de mode. On découvre aussi qu'Helmut Newton a vécu à Monaco pendant plusieurs années. Oui, pendant longtemps, de 81 à 2004 à sa mort. Et c'était loin d'être une retraite, la principauté a été une véritable source d'inspiration. Oui, c'est même durant ces années-là que l'œuvre d'Helmut Newton s'est développée. Moi, de mon point de vue, est devenue la plus libre, la plus intéressante. Parce que Helmut Newton, quand il s'installe à Monaco, est une star. Il a déjà gagné beaucoup d'argent, il est célèbre. Et en fait, il a cette liberté que procure la célébrité et le talent qui lui permet d'imposer à ses commanditaires, qu'ils soient magazines, marques de luxe, ses propres idées. Donc c'est de mon point de vue cette période monégasque qui est la plus importante dans son œuvre. Racontez-nous cette exposition, faites-nous un petit peu visiter, on y découvre des portraits mais aussi des paysages. C'était un genre nouveau pour Helmut Newton, il n'avait jamais exploré ce genre de photographie. L'exposition, en effet, essaie de présenter un visage plus complet et inédit de Newton, à travers notamment l'influence que le surréalisme a eue sur son œuvre. Pendant longtemps, l'image de Newton a été celle d'un photographe scandaleux, mettant beaucoup de nus en scène. Et aujourd'hui, à des années de distance, on découvre un autre Newton, sans doute parce que notre regard s'est habitué à la photographie de nu en mode. Donc un Newton plus ancré dans l'histoire de la photographie, dans l'histoire de l'art en général. Et c'est ce que cette exposition nous montre à travers un parcours où on passe des photographies de ballet, des portraits, mais aussi des nus, des photographies de mode de Newton. Oui, c'est une autre facette d'Helmut Newton que vous avez choisi de mettre en valeur avec Mathias Harder. Oui, l'idée c'était de ne pas refaire une exposition Newton qui ne présente que de la mode, mais bien de montrer d'autres facettes de son travail qui, de mon point de vue, évidemment prolongent la mode, la complètent, mais sont d'un très grand intérêt et vont surprendre les gens. Un mot sur la scénographie dans ce cadre très particulier et intimiste qu'est la Villa Sauber. Oui, cette villa est une belle villa, belle époque. Et grâce à Christophe Martin, on a su en tirer, je crois, le meilleur parti. Christophe est le scénographe. C'est quelqu'un qui a travaillé dans le monde entier, qui a travaillé avec Bob Wilson et qui a réalisé un très grand nombre d'expositions. C'était une chance pour nous de pouvoir imaginer cette exposition avec lui, qui a, je pense, toutes les qualités nécessaires pour surprendre les visiteurs. Et l'exposition Newton Riviera est à découvrir jusqu'au 13 novembre à la Villa Sauber. Merci Guillaume de Sarde d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup. Yvon Bertorello est loin d'être un inconnu dans le monde de la bande dessinée. Auteur de 25 BD et livres illustrés, cet habitant de La Turbie a sorti il y a quelques mois Dévota, un ouvrage illustré dans lequel était racontée la destinée de la sainte patronne de Monaco. Aujourd'hui est sortie sa toute dernière BD où il nous emmène en Auvergne pour découvrir les aventures d'Arven. Vous le retrouverez aussi prochainement à Monaco puisque pour célébrer les 120 ans de la sûreté publique, une BD sera dévoilée en novembre prochain. Imaginée par Frédéric Aznar et Yvon Bertorello, cette histoire permettra de découvrir toutes les facettes de la profession dans le fabuleux décor de la Principauté. Une belle initiative à présent qui nous vient du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Contempler et explorer le ciel étoilé. Cet événement a été organisé hier soir pour la toute première fois. Reportage de Fabien Bonilla, Marie-Ève Béé et Clélia Renaud. Ils sont plus d'une centaine à ne pas avoir tenu compte des prévisions météo qui annonçaient des orages et ils ont bien fait. Le ciel est resté dégagé toute la soirée de jeudi. Ces visiteurs d'un soir ont répondu à l'appel du musée d'anthropologie préhistorique qui organisait gratuitement cet événement en partenariat avec le Spéléo Club de Monaco.
Le but du jeu, c'était de faire dans un premier temps profiter tous les gens de la région de notre magnifique terrasse, comme vous le voyez. Et puis en été, c'est la période des étoiles filantes. Au mois d'août, on est en plein dedans. Alors on a trouvé un conférencier qui va nous parler justement des hommes préhistoriques et des relations qu'ils avaient avec le ciel et les étoiles. Voilà. Donc on s'est dit, ça peut faire une pierre deux coups, ça peut intéresser beaucoup de monde. Et puis voilà, on a tenté le banco. Et puis apparemment, ça a l'air d'être un joli succès parce qu'on a eu beaucoup de demandes et malheureusement, pas encore assez de place. Donc on refera certainement l'événement l'année prochaine et pourquoi pas en organiser peut-être 2 au mois d'août, on verra. En attendant, tous ces amateurs de Perséide et de voûtes célestes ont pu assister à la conférence sur les constellations et leur mythologie, ainsi qu'à une présentation de la sismicité dans notre département. À l'issue, petits et grands se sont retrouvés la tête dans les étoiles grâce au club d'astronomie Spica. On a amené 3 télescopes de différentes catégories. Un Newton de 250 mm qui est en face de vous, derrière vous, et 2 Schmidt-Cassegrain qui sont derrière moi. Un 200 mm et un 280 mm de diamètre. Voilà. Avec ces appareils-là, ce sont tous des appareils polyvalents qui peuvent observer aussi bien le planétaire que le ciel profond. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Qu'est-ce que vous attendez ce soir? De montrer à mon fils un peu la voûte céleste, parce que ça fait longtemps qu'il me demande, parce qu'il sait que papa fait de l'astronomie, donc ça fait longtemps qu'il me demande de venir voir les étoiles avec papa. Rien que par curiosité, ça valait le coup de venir. Alors, et faire découvrir aussi le site. Faire découvrir un petit peu aussi, même si voilà, les conférences étaient très, très intéressantes. Et voilà, donc c'est un bon moment en famille. Voilà, de partage. C'est un peu tard, mais bon, on a vu quelques étoiles, on a vu Saturne, et voilà. Tous ont pu contempler les étoiles, mais aussi quelques planètes comme Saturne et Jupiter. L'occasion également de visiter en nocturne l'exposition D'un monde à l'autre, du visible à l'invisible, une découverte des rites ancestraux dans la salle du musée d'anthropologie de Monaco. Alexandra Pani, nous vous retrouvons avant de refermer cette édition pour un point sur la météo de ce samedi. Bonsoir à vous. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Le soleil sera bien de retour sur la journée de samedi et les températures remonteront également jusqu'à 29 degrés au plus chaud de la journée. Pour ceux qui se rendront du côté des plages, l'eau est à 26 degrés. Il soufflera une légère brise et en ce 20 août, nous fêterons les Bernards. À l'occasion de la Journée mondiale de la photographie, les photographes de la rédaction de Monaco Info, Manuel Vitali, Michael Alési et Stéphane Dana, vous proposent leur sélection des meilleures photos de l'année. Vous avez d'ailleurs pu découvrir leurs clichés à l'occasion d'une belle exposition à la Galerie des Pêcheurs. Un nouvel événement est d'ailleurs en préparation, mais nous vous en dirons plus d'ici quelques semaines. Merci à vous de nous suivre chaque soir. Je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur l'actualité de la Principauté. Très bonne soirée sur Monaco Info.